Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le réemploi et l'économie circulaire animé par le CSTB Formation et par Recovering. C'est un webinaire qui s'inscrit dans un cycle de webinaires qui intervient de manière mensuelle. Donc, tous les mois, un sujet différent est traité. Le sujet du mois, ça va être la gestion et la valorisation des déchets de maintenance. Au niveau de l'organisation, comment ça va se passer? Vous aurez accès à la présentation et au replay du webinaire. Une fois le webinaire fini, vous recevrez un mail, donc ne vous inquiétez pas. Et il y aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, vous avez un bloc questions qui vous permettra de chatter avec nous et de pouvoir poser l'intégralité de vos questions. Pour ce webinaire, je vais être accompagné de Jean-Yves Burgui qui a eu un empêchement, donc ce sera sa collègue Fiona Persillet qui m'accompagnera pour ce webinaire et moi-même, donc je suis Jérémy de Oliveira, responsable adjoint du CSTB Formation. Au niveau du CSTB Formation, donc c'est l'organisme de formation du CSTB et on propose une centaine de formations sur 8 thématiques différentes que sont la transition écologique, l'économie circulaire, la transition numérique, la réglementation, la conduite dopée, mais aussi les produits et procédés techniques, santé, confort et prévention des pathologies. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site si vous voulez voir un petit peu les différents sujets traités par le CSTB Formation. Je laisserai du coup Fiona présenter Recovering juste après. Au niveau du programme de ce webinaire, donc on va commencer par le contexte et les enjeux du réemploi en France et après on fera un focus sur la gestion et la valorisation des déchets de maintenance. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'économie circulaire ou par exemple le diagnostic PEMD, n'hésitez pas, on a déjà un webinaire qui a eu lieu sur ce sujet-là, vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube, donc l'intégralité des replays des webinaires précédents. Donc, focus sur la gestion et valorisation des déchets de maintenance, la présentation de l'offre de formation économie circulaire du CSTB Formation et les questions-réponses. Donc, je vais passer la main à Fiona pour commencer sur le contexte et les enjeux du réemploi en France. Fiona, oui. Je vais te passer la main. Hop, tu vas pouvoir comme ça partager ton écran. Est-ce que c'est bon comme ça? Vous voyez mon écran? Parfait. Ok. Alors, je vais juste me mettre en plein écran. C'est toujours bon? Toujours bon. Toujours bon. Ok, bon, bah, parfait. Enchantée, du coup, Fiona Persier. Je fais partie du coup de l'entreprise Recovering. On est un bureau d'études spécialisé dans la gestion des déchets du BTP et des déchets d'activité économique. On intervient du coup sur différentes typologies de missions, des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement direct sur chantier. On fait aussi des missions d'études, notamment pour le montage de filières, à la fois de valorisation de déchets, mais aussi de réemploi. On fait aussi d'écriture d'ouvrages, de l'accompagnement au financement pour ces installations. Et on fait aussi tout un volet de formation. On est une entreprise certifiée, un organisme de formation qualité. Et on intervient notamment avec le CSTB sur la formation diagnostiqueur PEMD et sur tout plein d'autres typologies de formation liées à l'économie circulaire et à la gestion des déchets et du réemploi. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le contexte dans lequel on intervient et les différentes mesures réglementaires qui sont sorties ces dernières années et qui font pas mal bouger en fait le milieu de la gestion des déchets. Je vais vous présenter aussi un peu les différentes déchets liées aux activités de maintenance et puis les quelques filières de valorisation qui peuvent exister. Donc je vais passer de manière assez succincte sur l'ensemble de ces filières, mais du coup, ça sera approfondi sur la formation que propose le CSTB. Donc, en termes de contexte et de mesures réglementaires, donc au niveau du contexte, déjà, il y a tout ce qui est notion de déchet. Donc, qu'est-ce qu'un déchet? C'est toute substance ou tout objet ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. C'est une définition réglementaire qui a évolué
à la fin des années 1900 et qui maintenant est assez fixe. Et par exemple, pour l'obligation de se défaire, on peut citer un déchet qui est l'amiante, dont lorsqu'on en est en sa possession, on a l'obligation de se défaire. Il y a 3 grandes catégories de déchets qui sont assez importantes parce que ça influe sur leur mode de traitement. Il y a la catégorie des déchets inertes, qui sont du coup des déchets qui subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je souhaite me débarrasser d'un déchet inerte, je souhaite m'en séparer, j'ai beau le mettre à un endroit à un moment et revenir 100 ans plus tard, il n'aura pas bougé. Et ensuite, il y a les déchets dangereux et non dangereux qui sont construits un peu en opposition. Les déchets dangereux, ils répondent à une liste de 18 propriétés qui sont listées dans le Code de l'environnement, de type explosifs, irritants, cancérigènes, etc. On retrouve dans ces 18 propriétés des déchets du bâtiment qui peuvent coller à ces propriétés, comme la peinture, les solvants, l'amiante, et aussi par exemple le plomb. Et finalement, entre les deux, on a les déchets non dangereux qui sont ni des déchets dangereux, qui ne répondent pas aux 18 propriétés de l'environnement, ni des déchets inertes parce qu'ils évoluent en fonction de modifications physiques, biologiques ou chimiques. Et donc là, on va retrouver tout ce qui est bois, métaux, plates, fenêtres, etc. au niveau des déchets du bâtiment qui du coup évoluent mais ne sont pas dangereux. En termes de tonnage, donc les déchets, c'est 326 millions de tonnes qui sont produites chaque année en France. Sur ces 326 millions de tonnes, il y en a un peu plus de 200 millions qui sont produits par le secteur du BTP. Donc, c'est le plus gros flux en fait, de déchets qu'on produit à ce jour. Et sur ces 200 millions de tonnes, on a un peu plus de 40 millions de tonnes qui sont produites par les déchets du bâtiment. Aujourd'hui, on est passé d'un modèle d'élimination des déchets, donc où on mettait tout dans un grand trou, à un modèle où on va vers de plus en plus de valorisation, donc à la fois de la valorisation matière et de la valorisation énergétique. La valorisation énergétique se développe de plus en plus et la valorisation matière aussi, mais on est encore quand même sur des chiffres d'élimination qui restent encore hauts, on est autour de 30%. Et donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un pourcentage qui diminue au fur et à mesure des années et donc une meilleure valorisation des déchets. Il y a du coup tout plein de réglementations qui encadrent un peu cette gestion des déchets et qui poussent du coup à différents modes de traitement sur chantier, dont la première obligation qui est la responsabilité du producteur et du détenteur de déchets. C'est-à-dire que quand moi, en tant que maîtrise d'ouvrage, j'ai un chantier qui produit des déchets de fenêtres, admettons, je suis responsable du traitement de ces fenêtres du début, à partir du moment où je l'abandonne, jusqu'à ce qu'il soit traité en tant que déchet. Et donc pour ça, je dois m'assurer que le transporteur qui va transporter mes fenêtres est bien habilité à pouvoir transporter des déchets et que l'installation qui reprend mes déchets à la fin est aussi bien habilitée à pouvoir les traiter. Ça, c'est assez important parce que s'il arrive à quoi que ce soit et qu'on retrouve mes fenêtres dans la nature, je pourrais payer pour remettre en état l'espace dans lequel ma fenêtre a été jetée. Et donc ça compte aussi pour tout ce qui est, tous les maîtres d'œuvre et les entreprises travaux qui sont à un moment donné détenteurs de ces déchets et qui ont donc l'obligation de les tracer. Il y a aussi une autre réglementation qui est importante. Donc, je vous ai parlé d'élimination et de valorisation juste avant. Ça, c'est classé en fait selon un mode de traitement, une hiérarchie de modes de traitement qui est définie aussi dans le Code de l'environnement, où on essaye au maximum d'éviter la production de déchets. Si jamais, du coup, on ne peut pas l'éviter, donc faire de la prévention, essayer un maximum de réemployer les matériaux qu'on a, donc éviter qu'ils passent dans un statut de déchet. Et s'ils sont passés dans un statut de déchet, les réutiliser. À partir du moment où on n'a pas réussi à faire ces trois
ces 3 actions qui peuvent être dues à un contexte technique ou économique spécifique, on va plutôt s'orienter vers la valorisation matière. Donc la valorisation matière qui peut être du recyclage, mais qui peut aussi être un autre type de valorisation matière, comme par exemple du remblaiement de carrière avec des déchets inertes pour tout ce qui est déchets inertes, sachant que les carriers ont l'obligation de remblayer leur carrière en fin d'exploitation. Et si vraiment on n'a pas réussi à faire toutes ces étapes avant, on va passer plutôt vers de l'élimination, donc de l'installation de stockage. Et ça, c'est valable uniquement pour des déchets qui n'ont pas de filière de valorisation qui soit techniquement et économiquement fiable. Et donc, pour pouvoir respecter cette hiérarchie, il y a aussi un tri qui est obligatoire en fait sur chantier parce que c'est compliqué de séparer les déchets une fois qu'ils ont été mélangés. Donc, c'est mieux de prévoir en amont leur tri. Et donc, pour ça, le législateur a choisi le tri 7 flux, donc qui concerne les 7 flux de papier, métaux, plastique, verre, bois, les fractions minérales et tout ce qui est plâtre, qui doivent être triés chacun différemment, donc dans différentes bennes ou différents contenants, ou bien parfois ils peuvent être conservés en mélange, excepté pour le plâtre, parce que dès que le plâtre est en contact avec d'autres types de déchets qui peuvent être biodégradables, le plâtre émet potentiellement du soufre qui est un gaz létal. Et sinon, donc les autres typologies de déchets peuvent être conservés en mélange s'il n'y a pas l'espace nécessaire sur le chantier pour les stocker, trier, ou bien si le volume total de déchets qui est produit sur chantier est inférieur à 10 mètres cubes. Et du coup, cette obligation, elle est reprise aussi par la REP, donc la REP PMCB, qui est apparue aussi dans la loi AGEC de 2020 et qui est en train d'être mise en place aujourd'hui et qui du coup sera plus abordée au cours de la formation. Donc, en termes d'exemples de déchets de maintenance et de circuits de collecte, donc au niveau des déchets liés aux opérations de maintenance, on a tout ce qui est déchets relatifs aux opérations de chaufferie et de plomberie. Donc là, on retrouve des déchets à la fois métalliques, mais aussi plastiques. On retrouve potentiellement des mélanges de béton et de briques, donc qui sont plutôt des déchets inertes, du plâtre aussi, des cartouches de silicone qui peuvent du coup plutôt être dans la catégorie de déchets dangereux, des chaudières qu'on traitera plutôt comme des déchets électroniques et électriques, et ça je vous en parlerai un petit peu après, et puis tout ce qui est chiffon, emballage qu'on retrouve dans ces déchets-là. Au niveau des déchets qui sont relatifs aux opérations d'électricité, donc là on retrouve une grande majorité de déchets plastiques avec des gaines PVC, des coffrets en PEHD. On retrouve aussi bien sûr tout ce qui est déchets de câbles, des mélanges de béton et de briques encore, des cartouches de silicone. On peut retrouver aussi des tubes fluorescents et des ampoules qui là aussi sont traités par une filière spécifique liée à une REP, une responsabilité élargie du producteur, et tout ce qui est peinture, mousse polyuréthane, les emballages carton. Ensuite, sur les opérations de peinture, on est plutôt sur des déchets qui sont des déchets dangereux, tout ce qui est déchets de peinture, des colles, des résines. Il peut y avoir aussi des déchets de peinture qui sont traités comme des déchets non dangereux lorsque les pots de peinture sont vraiment vides et qu'il ne reste plus beaucoup de peinture. Tout ce qui est solvant et diluant sont aussi des déchets dangereux. On a des contenants aussi métalliques, les contenants plastiques, les différentes bâches de protection qui peuvent être souillées, donc suivant leur taux de souillure, elles peuvent être aussi traitées comme du déchet dangereux, et tout ce qui est chiffon et résidus de peinture. Et donc pour tous ces déchets-là, on a certains circuits de collecte qui peuvent être mis en place. Donc on a toutes les opérations de maintenance et de chantier qui produisent des déchets. L'artisan, comment il va traiter ces déchets? Il va soit directement les amener vers des déchetteries de collectivité qui acceptent les déchets des professionnels, bien des déchetteries professionnelles.
ou encore des centres de tri. Il peut aussi les amener sur son propre dépôt ou les stocker en attendant de les amener vers des installations de type déchetterie ou centre de tri directement dans le bâtiment. Ensuite, après le passage par ces points de collecte, les déchets peuvent soit aller directement vers des exutoires, qui peuvent être des exutoires de recyclage ou de valorisation matière, ou bien des exutoires d'élimination. Par exemple, pour le bois va plutôt passer par une installation de transformation avant, où il va être broyé et mis en copeaux pour pouvoir être utilisé ensuite en valorisation énergétique ou valorisation matière, et ensuite, du coup, envoyé vers des exutoires de recyclage ou de valorisation matière, ou de valorisation énergétique, pardon. Donc, pour vous montrer quelques exemples de filières de valorisation, pour tout ce qui concerne les métaux ferreux, c'est des déchets qui sont globalement assez bien récupérés parce qu'ils ont une valeur marchande et donc souvent c'est le déchet qui est assez bien trié. Il y en a une quantité importante de déchets de métaux ferreux qui sont produits sur les chantiers du BTP, mais aussi sur tout ce qui est industrie automobile et industrie navale. Et aujourd'hui, on a à peu près 40% de la production d'acier qui est issue du recyclage. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait sur ça. Et donc, ces métaux, pour pouvoir être recyclés, ils sont d'abord triés, ils sont prédécoupés et cisaillés, et ensuite, ils sont refondus et directement réincorporés dans l'industrie des métaux ferreux. En ce qui concerne le plâtre, donc c'est une filière qui s'est beaucoup développée sur ces dernières années avec différentes innovations et puis différents collecteurs qui se sont mis en place. Vous pouvez voir la carte des collecteurs que vous pouvez retrouver sur le site SNIP des différents du coup collecteurs de plâtre, et on a des filières qui existent aujourd'hui en France comme Placoplâtre ou Signat qui savent récupérer les plaques de plâtre, les séparer des différents éléments qui la constituent ou bien des différents indésirables aussi qu'on peut retrouver encore sur les plaques de plâtre de type fer ou bien bois, et qui ensuite arrivent à réinjecter directement le plâtre dans la production de plâtre. Et puis ensuite, en termes d'exutoire, par exemple, pour le carton qui entoure les plaques de plâtre, on peut le retrouver dans tout ce qui est amendement de sol agricole, même si c'est de moins en moins autorisé aujourd'hui. Et enfin, il y a les filières du coup à responsabilité élargie du producteur. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Je vous en présente une ici qui est importante pour tout ce qui est déchets de maintenance. C'est les déchets d'équipements électriques et électroniques. Il existe 2 éco-organismes aujourd'hui en France qui sont Écologiques et Écosystèmes, qui récupèrent du coup les déchets électroniques et électriques et qui peuvent ensuite du coup séparer l'ensemble des éléments qui les constituent pour pouvoir recycler les différentes matières. Donc on va faire un recyclage à la fois des métaux, mais aussi des différents plastiques qui constituent les D3E, comme on les appelle. Et donc, pour ça, il y a certains enlèvements qui sont possibles directement sur site par, du coup, les éco-organismes, enfin, les collecteurs des éco-organismes, qui peut être payant ou non. Et c'est aussi valable, par exemple, pour les lampes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce qui est ampoule. Il y a aussi, c'est aussi pris par ces éco-organismes. Voilà, donc c'est un petit aperçu des différents éléments qu'on peut aborder lors de la formation et qui vous seront du coup présentés un peu plus amplement. L'idée, c'est d'aller aussi un peu plus loin sur tout ce qui est filière REP du bâtiment, donc qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui et qui va avoir un fort impact sur la collecte sur chantier, sur le tri sur chantier et sur le développement de filières de valorisation aussi. Et puis présenter aussi toutes les autres filières de valorisation qui peuvent exister et aborder les différentes du coup, problématiques
qui peuvent être rencontrés par rapport à ça. Et du coup, je te laisse reprendre la main, Jérémy. Parfait. Merci pour cette présentation. Hop. Donc avant les questions-réponses, n'hésitez pas si vous avez des questions à déjà commencer à les noter dans le bloc questions, on y répondra juste après. Donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin justement sur la découverte de l'économie circulaire, sur la valorisation des déchets et sur les filières de réemploi, le CSTB Formation a mis en place une offre de formation qui permet de répondre aux différents besoins, avec une formation sur 2 jours avec une classe virtuelle qui la précède, qui permet d'appréhender justement la valorisation des déchets et le réemploi dans le secteur de la construction, donc qui est une formation généraliste qui permet voilà, d'avoir un état des lieux de la réglementation, un état des lieux à peu près des filières, un état des lieux de ce qui se fait actuellement sur le secteur. Deuxième formation, qui est une formation qui permet d'obtenir un titre professionnel dans le cadre du diagnostic PEMD, qui est une nouvelle obligation réglementaire qui a été mise en place. Et donc, c'est une formation de 6 jours qui permet à la fin, après examen, d'obtenir le titre de diagnostiqueur PEMD. Pour ceux qui souhaitent faire des focus un petit peu plus particuliers, 2 formations spécifiques, une sur l'éco-conception, donc vraiment, ça va être comment intégrer l'économie circulaire en phase conception, et une autre qui va être justement la version approfondie du focus que l'on a fait aujourd'hui sur la prévention et la gestion des déchets de maintenance du bâtiment. Pour finir, 2 formations avec une classe virtuelle sur un état des lieux, les perspectives et les leviers de l'économie circulaire en France aujourd'hui, et un autre en lien avec la SMA BTP sur le réemploi et l'assurabilité justement des produits issus du réemploi. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les préconisations et quels sont les éléments à venir sur ces éléments-là? Donc voilà, au niveau des différentes formations du CSTB, l'offre va être amenée à s'étoffer sur 2024. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet où vous retrouverez sur le site internet toutes nos actualités, tous nos programmes de formation, et sur notre chaîne YouTube où vous aurez l'intégralité des replays des anciens webinaires, plus des vidéos pédagogiques et des interviews que nous produisons dans le cadre de notre newsletter mensuelle. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour le moment, on n'a pas de questions. Une main levée. N'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit. On a beaucoup de personnes dans la salle, donc on a fait le choix de ne pas activer les micros sur cette session. La plus dure, c'est généralement la première question. Donc, petite question du coup, Fiona, sur laquelle tu vas pouvoir répondre, qui va être le rôle du diagnostiqueur PEMD sur le suivi des chantiers. Du coup, quel est son rôle et quelles sont ses missions dans le cadre du diagnostic PEMD? Oui, alors le diagnostiqueur PEMD, il n'a pas un rôle de suivi de chantier, il a plutôt un rôle en amont dans la préparation du DCE notamment pour pouvoir donner en fait à l'entreprise les différents éléments qui vont permettre de mieux trier les déchets, de mieux les valoriser. Donc le diagnostiqueur va faire ce diagnostic en amont pour pouvoir aussi identifier toutes les filières de réemploi qui peuvent être mises en œuvre et qui n'étaient pas identifiées avant avec un simple diagnostic déchets. Et identifier toutes les filières de déchets pour avoir justement une meilleure valorisation. Ensuite, pour la suite du chantier, c'est l'entreprise qui va directement reprendre ce diagnostic et préparer son SOGED avec les différentes exigences aussi que la maîtrise d'ouvrage aura pu donner suite au diagnostic. Et le diagnostiqueur, il pourra revenir vraiment à la fin si jamais la maîtrise d'ouvrage souhaite que ce soit le diagnostiqueur qui le fasse pour remplir le formulaire de recollement.
puisque le diagnostiqueur, du coup, il va avoir ce rôle de remplir un premier formulaire CERFA lorsqu'il va faire son diagnostic, qui va devoir être déposé sur la plateforme du CSTB. Et ensuite, à la fin du chantier, l'idée, c'est d'avoir un formulaire de recollement pour aussi pouvoir comparer ce qui a réellement été fait de ce qui a pu être identifié en amont du chantier. J'espère que ça répondait bien à la question. Oui, je pense. On a du coup une autre question toujours sur le diagnostic PEMD. Dans quel cadre le diagnostic PEMD est-il obligatoire? Donc, le diagnostic PEMD, il est obligatoire pour les bâtiments de plus de 1000 m². Et tout ce qui est aussi bâtiment industriel notamment, ayant eu une activité industrielle, on est obligé de faire ce diagnostic PEMD. Mais ensuite, c'est pas exclu de pouvoir faire un diagnostic sur des bâtiments plus petits qui pourra du coup servir à avoir une meilleure valorisation des déchets et un meilleur taux de réemploi aussi. Parfait, merci. Question un peu compliquée à répondre, je ne sais pas si tu auras des éléments, mais c'est une question que l'on a souvent même en formation, qui est quel est le coût d'un diagnostic PEMD, sachant qu'il y a énormément de variables qui rentrent en jeu pour définir ce coût. Est-ce qu'on a des éléments à donner? Tout à fait. Le coût d'un diagnostic PEMD, il dépend beaucoup déjà de la taille du bâtiment, de la manière dont il a été construit. Si c'est un bâtiment où il y a beaucoup de réplicabilité des pièces, par exemple sur des bâtiments de logements sociaux, ça sera beaucoup plus simple pour un diagnostiqueur de faire son diagnostic, et donc à ce moment-là, le diagnostic pourra être un peu moins cher qu'un bâtiment avec des pièces totalement différentes, où il va falloir passer beaucoup plus de temps à pouvoir analyser les différents éléments qui la constituent. Après, pour pouvoir avoir un diagnostic de qualité, il faut aussi pouvoir le financer si jamais vous souhaitez aller plus loin sur les filières de réemploi et les filières de valorisation. Ça aura probablement un coût. Après, je ne peux pas vous donner un coût type de diagnostic parce que c'est vraiment, en plus, on en est encore au début. Donc, pour avoir un retour d'expérience sur ça, on n'est pas encore assez exhaustif. Merci. Question sur les bennes DIB. Sont-elles hors réglementation? Je ne sais pas si tu sais de quoi nous parlons. Est-ce que tu peux me répéter la question? Les bennes DIB sont-ils hors réglementation? Les bennes DIB, oui, en soi, elles sont hors réglementation. Alors, c'est assez flou. En fait, donc je vous ai parlé du tri 7 flux. Le tri 7 flux, il est obligatoire sur les chantiers. Et donc, en fait, tous les flux qui font partie de ces 7 flux doivent être triés séparément de tous les autres flux. Donc, on peut encore avoir une benne de déchets non dangereux en mélange où on aura ces 7 flux, 6 flux en tout cas, qui peuvent être mélangés dans le cadre où la surface dédiée aux déchets ou bien la quantité de déchets est trop faible. Sinon, du coup, tous ces déchets doivent être triés séparément. Et pour tous les autres déchets qu'on peut avoir, par exemple, les géotextiles qu'on retrouve régulièrement sur des chantiers de travaux publics, par exemple, ces géotextiles, eux, ils ne pourront pas être mélangés aux autres 7 flux. Ils vont vraiment devoir être triés séparément. Et donc là, ces géotextiles, on va pouvoir mélanger aussi des autres types de flux qui ne rentrent pas dans la réglementation 7 flux. Et à ce moment-là, ça sera en effet la benne DIB. Mais l'idée, c'est qu'à terme, il n'y ait plus de benne DIB. Et notamment avec l'apparition de la REP PMCB, il va avoir l'obligation en fait de trier les flux directement sur chantier, sinon la reprise gratuite des déchets ne va pas pouvoir être réalisée. Donc, par exemple, si vous avez de l'isolant qui ne rentre pas du coup dans les 7 flux,
vous allez quand même devoir les trier à part de tous les autres flux si jamais vous voulez les faire reprendre gratuitement par la filière REP. Donc la BNDIB, en effet, est vouée à disparaître. Merci. Toujours une question que l'on a souvent en formation diagnostic EMD, c'est quel est le niveau de responsabilité du diagnostiqueur? Alors, pour le niveau de responsabilité du diagnostiqueur, je peux vous renvoyer vers le dernier arrêté qui est sorti et qui décrit l'ensemble des responsabilités des diagnostiqueurs. Le diagnostiqueur, il est obligé d'avoir une assurance liée à son activité de diagnostic. Ensuite, en termes de responsabilité sur l'envoi des flux dans les différentes filières, le diagnostiqueur, il n'aura pas de responsabilité propre. Ça sera à l'entreprise, à la maîtrise d'ouvrage de faire leur propre choix de filière. Le diagnostiqueur, lui, il est juste là pour fournir un diagnostic. Et ensuite, c'est à la maîtrise d'ouvrage et à l'entreprise travaux de les prendre en main. Mais il y a une assurance qui est obligatoire pour les diagnostiqueurs sur cette activité, oui. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, on va prendre les dernières. Donc on a du coup une question sur la gestion du tri justement sur les chantiers de centre-ville. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience justement sur la difficulté ou sur les bonnes pratiques à adopter pour gérer le tri en situation compliquée urbaine? Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent. Alors nous, on a un exemple d'un chantier qu'on a fait dans Paris, où on avait juste l'espace pour une unique benne. Et c'était un chantier du coup de déconstruction. Et donc l'idée de fonctionnement qui a été préconisée, c'était de fonctionner vraiment par flux. Souvent, les corps d'État interviennent pas en même temps et donc ils n'ont pas les mêmes besoins en termes de flux, de bennes de déchets. Et donc l'idée, c'était vraiment de remplir une benne, par exemple, avec des montants PVC et ensuite d'envoyer directement la benne en valorisation et puis d'en faire venir une autre en la remplissant de carreaux de plâtre et puis de la faire partir. Donc vraiment anticiper en amont cette gestion des déchets pour avoir une logistique qui soit la plus optimisée possible. Ensuite, il y a d'autres méthodes qui peuvent exister, comme ce que peut faire par exemple l'entreprise Try & Collect, qui propose une gestion en big bag, où là, c'est des big bags identifiés avec différentes couleurs aussi, différentes photos qui peuvent permettre aussi de faire une meilleure sensibilisation du tri. Et ils viennent récupérer du coup directement ces big bags sur chantier, ce qui permet d'avoir une emprise au sol qui est moindre par rapport à une benne. Donc voilà globalement ce qui peut exister en termes de gestion de déchets en centre-ville. Merci. Une question que l'on va prendre, donc c'est quels pourraient être les critères de pondération en valorisation des déchets issus des déchets des marchés de maintenance dans les marchés publics? Je ne sais pas, du coup, c'est comment intégrer justement la valorisation des déchets dans les marchés publics? Oui, alors il y a différentes manières de l'intégrer. On peut intégrer directement des clauses dans le RC qui permettent de noter sur un critère. Donc nous, on préconise de 5 à 15% sur le critère de gestion des déchets qui permet de choisir l'entreprise qui a la meilleure méthodologie en termes de gestion de déchets. Après, on peut intégrer aussi directement des clauses dans le CCTP avec des objectifs de valorisation à atteindre pour l'entreprise et potentiellement aussi mettre en place des bonus ou des malus pour ce qui a pu être atteint par l'entreprise à la fin du chantier. Alors après, c'est assez difficile de faire appliquer ces bonus et ces malus. Le mieux, c'est d'être aussi dans une démarche collaborative pour faire évoluer la gestion des déchets. Mais voilà, c'est déjà le faire apparaître du coup dans les différentes pièces marché sous forme de critères de notation ou bien de clauses de CCTP, ça peut être une manière d'avoir une meilleure gestion sur son chantier. Merci.
Dernière petite question, y a-t-il des marchés spécifiques sur les diags PEMD? Je crois que là-dessus, il y a déjà énormément d'appels d'offres ou d'éléments de diagnostic PEMD qui sont lancés sur les marchés. Est-ce que tu confirmes que ces Oui, tout éléments? à fait. Il y en a pas mal qui sortent en ce moment et qui sortent déjà depuis quelques temps. Ils peuvent être soit des diagnostics uniques sur certains bâtiments ou sur un groupe de bâtiments. Ça peut être aussi des accords cadres pour avoir plusieurs diagnostiqueurs. Par exemple, OFEA sur la métropole de Strasbourg a choisi de faire ça. Ou ça peut être aussi intégré directement à des missions un peu plus importantes de type accompagnement à la maîtrise d'œuvre, où on intègre aussi des diagnostics PEMD dans cet accompagnement. Dernière question, la date de mise en vigueur de la réglementation 7 flux, depuis quand est-elle en application? Elle est en application depuis 2021. Alors, j'ai plus le mois exact, mais elle est sortie avec la loi AGEC et en application depuis. Ok, parfait. Je ne vois pas d'autres questions. Le décret est sorti le 16 juillet 2021 pour le tri 7 flux. Pour la question sur la formation des apprentis, n'hésitez pas à revenir vers moi directement. On pourra voir si on peut adapter des contenus pour qu'ils soient plus généralistes et moins pointus sur les sujets. Donc, nous allons nous quitter sur cela. Je vais vous souhaiter du coup une bonne fin de semaine à toutes et à tous. Vous recevrez de toute façon le replay et le lien de la présentation par mail dans l'après-midi. Merci à tous. Merci à toi, Fiona, pour ton intervention. De rien.